Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin en compagnie de Didier Burgot qui est associé chez Calintra. Et ce matin, on va aborder le sujet de la transformation des entreprises et surtout comment réussir la transformation avec des collaborateurs engagés. Bonjour Didier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Didier, je vais vous laisser vous représenter rapidement. Oui, absolument, merci beaucoup. Je suis Didier Burgot, je suis directeur de la partie conseil chez Qualintra. Qualintra est une société basée à Genève et à Paris qui existe depuis 2000. Nous sommes des experts du feedback. On se définit nous-mêmes comme des alchimistes du feedback. Notre métier, c'est de collecter des données individuelles et ou collectives et de les transformer en outils d'aide à la décision pour des dirigeants, des managers, des patrons de BU. On travaille sur deux grands sujets, le développement des compétences de leadership avec des outils de 360 et l'engagement des salariés à travers des enquêtes qu'on conduit pour des entreprises de toute taille, tout secteur dans le monde entier. Alors, avant de démarrer ce webinaire, j'avais envie quand même de redéfinir deux notions. Souvent, on confond la motivation et l'engagement. Est-ce que Didier, vous pouvez nous donner une définition selon vous de ce qu'est la motivation et de ce qu'est l'engagement? Alors c'est très important ce que vous dites Christophe, on va le voir. La satisfaction est évidemment importante parce qu'elle contribue, j'ose dire, à une notion moderne qui est le bonheur au travail et elle ne suffit pas. C'est-à-dire que l'engagement, c'est la volonté ou l'envie spontanée d'aller au-delà de ce qui est attendu de soi par l'entreprise. Elle recouvre trois grandes idées. L'affirmation, c'est-à-dire ce sont des gens qui parlent en bien de leur entreprise. L'adhésion, ce sont des gens qui comprennent la stratégie et qui se projettent dans l'avenir de l'entreprise, qui adhèrent donc. Et le troisième composant qui est vraisemblablement le plus important, c'est l'action, c'est-à-dire qu'ils agissent, ils font le pas de plus, ils vont au-delà de ce qui est attendu d'eux par rapport aux objectifs, par rapport aux missions qui leur sont confiées. La différence entre la satisfaction et l'engagement, je vais prendre un exemple. On connaît tous des gens qui sont très contents de leur job, très contents de leur manager, très contents de leurs conditions de travail et qui, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, il est 5h30, il est 6h, ils partent quoi qu'il arrive. Si le téléphone sonne sur le bureau du voisin, si un client appelle, ils sont de toute façon partis. Ils sont donc très satisfaits, mais ils ne sont pas engagés parce qu'ils ne vont pas faire ce pas de plus qui va faire finalement la différence. Ça marche. Alors, ce matin, on va discuter autour de ces enquêtes, notamment de satisfaction des collaborateurs dans le cadre d'exemples de projets qui ont mené, d'exemples d'entreprises qui ont mené des projets de transformation. Alors, on va revenir d'abord sur le modèle opéré par Calintra pour savoir un peu comment vous intervenez auprès des entreprises que vous conseillez. Je rappelle que Calintra n'est pas un éditeur parmi tant d'autres. Calintra est avant tout un cabinet de conseil et met à disposition des outils pour mener ces opérations. Alors nous avons travaillé sur un modèle qui a été validé statistiquement avec l'Université de Lausanne, qui mesure l'engagement intrinsèque, c'est-à-dire les trois composantes dont on vient de parler, cette action, cette adhésion, cette affirmation. Donc en gros, quel est le niveau d'énergie qui circule dans votre organisation? Et on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va aussi mesurer et identifier les facteurs qui ont un impact sur cet engagement et sur lesquels il va falloir travailler, qu'il va falloir renforcer ou qu'il va falloir maintenir. Et on distingue, comme vous voyez à l'écran, deux catégories de facteurs. Les facteurs qu'on a appelés les fondamentaux, qui sont ceux qui se situent en dessous de l'engagement, parmi lesquels on va retrouver la direction de l'entreprise, la rémunération au sens large, la gestion d'équipe, le management, et des facteurs qu'on a appelés dynamiques, qui sont ceux au-dessus de ce petit cartouche engagement, dans lesquels on va retrouver l'orientation client, le développement professionnel, le bien-être, etc. Alors pourquoi fondamentaux et dynamiques? Tout simplement parce que si les facteurs qui sont en dessous, que vous voyez ici, si sur ces facteurs la satisfaction n'est pas bonne, il va être très difficile de travailler sur les facteurs qu'on a appelés dynamiques. Il faut au départ travailler d'abord dans l'ordre sur ces facteurs qui sont les fondamentaux, parce que si les bases, il faut reprendre un peu l'image de l'arbre, si les racines ne sont pas profondément ancrées,
l'arbre ne va pas se développer. Là, c'est un petit peu le même sujet. Aujourd'hui, on travaille dans des contextes extrêmement différents, vous le voyez, beaucoup dans des contextes de transformation. La crise du Covid nous a fourni d'excellents exemples. On va y venir dans un instant. On travaille sur des sujets qui peuvent être à la fois la marque employeur, parce que l'engagement contribue à la réputation aussi de l'entreprise sur ces marchés. On travaille beaucoup sur des intégrations, fusion-acquisition, et on travaille aussi beaucoup sur des baromètres de qualité de vie au travail. On verra qu'un de nos exemples, d'ailleurs, traite d'une entreprise qui a conduit une enquête qu'elle a appelée engagement et qualité de vie au travail. Donc, je dirais des contextes d'entreprise et de secteurs très variés, et puis des cibles également très variées, comme on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que on travaille bien entendu sur des populations totales. Beaucoup de nos clients nous demandent de conduire des enquêtes sur l'ensemble de leurs collaborateurs, et certains vont avoir aussi des problématiques plus ciblées qui vont nous amener à travailler en termes d'engagement sur des segments de population, que ce soit les hauts potentiels, les cadres, les managers, ou bien aussi les experts, compte tenu du métier ou des spécificités de nos clients par rapport à tel ou tel sujet. Alors effectivement, on a tout type de problématiques, hein, parce que finalement, mettre en place ce type d'enquête, ça veut dire que l'entreprise a déjà envie d'être dans un mode plus collaboratif avec ses équipes, avec ses salariés, et de les impliquer dans le projet de l'entreprise, quel qu'il soit. Alors le simple fait de faire une enquête envoie déjà un message très fort, et on l'a vu, c'est très intéressant ce qui s'est passé depuis 2020 avec la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises ont eu le courage de continuer à interroger leurs salariés. Eh bien, systématiquement, ces entreprises-là, à travers le message qu'elles envoyaient, ont reçu des retours très positifs, et on s'aperçoit que les taux d'engagement se sont maintenus, voire ont augmenté dans ces entreprises-là. Et justement, pour faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On travaille sur l'engagement depuis 2000. On commence à avoir maintenant un peu de recul. On conduit des analyses très poussées sur l'ensemble des enquêtes qu'on fait à intervalles réguliers. Je vous ferai part de quelques chiffres tout à l'heure. En gros, les 4 constats que vous avez à l'écran sont ceux qui nous ont frappés sur les derniers mois. D'abord, la transformation, elle est partout. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec la crise du Covid. C'est-à-dire d'un seul coup, obligé d'avoir de nouveaux modes de travail, d'avoir des populations gérées différemment entre ceux qui sont ici, ceux qui sont à distance, du chômage partiel ou pas de chômage partiel. Et en fait, on s'aperçoit que ce changement, cette attitude face à la transformation, elle s'exprime en 4 étapes. C'est je sais, je connais, donc je suis informé. 2, je comprends. Okay. 3, j'ai envie d'y aller. Et 4, je le fais vraiment. Et ça, c'est très important. On va voir que les 2 exemples que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter illustrent parfaitement ce constat. Deuxième constat, évidemment, vous l'aurez compris, pas de transformation sans la projection des salariés dans l'avenir et dans le futur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que cette capacité à se projeter, c'est une des composantes majeures de l'engagement intrinsèque. Troisième constat, la confiance est fondamentale. Elle explique, on va le voir dans la page suivante, 18% aujourd'hui de l'engagement. Sans confiance dans la direction, la stratégie, le projet et les hommes, il n'y a pas d'adhésion possible, donc pas de succès de transformation. Et le dernier constat, c'est ce que je vous disais, les entreprises qui, pendant les phases de transformation, ont continué à recueillir du feedback, ont continué à interroger leurs salariés, de ce fait, monitorent cette transformation de façon sensiblement plus efficace que celles qui ne mesurent pas ou qui se sont dit bon, on va attendre que les choses se calment avant de poser des questions et de donner des verges pour se faire fouetter. Eh bien, ces entreprises-là n'ont pas toujours fait le bon choix. Donc, quelques chiffres juste pour illustrer ce que je viens de vous dire. Nous-mêmes, chez Qualintra, on a été étonnés de ces résultats. On pensait, compte tenu de tout le buzz médiatique autour du bien-être, de l'équilibre, de la qualité de vie, du bonheur au travail,
on pensait que ces indicateurs liés à ces sujets-là allaient émerger de façon très significative. En fait, ce qui émerge spectaculairement, ce sont les indicateurs que vous avez sous les yeux. En premier lieu, la direction générale au sens large. Clarté de la stratégie, conviction, cohésion du COMEX, capacité à inspirer. Développement des compétences. Ben oui, en période de transformation en particulier, on a besoin de se sentir employable. Donc, on va s'engager pour une entreprise qui nous donne la possibilité de continuer à nous développer, à nous former, à grandir professionnellement. Autonomie et responsabilisation, ben oui, en particulier avec la génération qui arrive, les gens veulent être un peu l'architecte de leur propre job. Et les entreprises qui ont compris ça bénéficient de scores d'engagement et de taux de satisfaction très nettement supérieurs à ce qu'on observe ailleurs. Respect, reconnaissance non financière. Ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, vous le savez, la rémunération n'est pas un facteur d'engagement, encore qu'en période de transformation étendue, ben, on regarde encore plus son pouvoir d'achat et progressivement, ça redevient un facteur d'engagement. Mais au-delà de la rémunération, c'est aussi la reconnaissance. Des choses toutes bêtes. Est-ce qu'on me dit bravo et merci? Est-ce qu'on m'envoie des mails sans dire bonjour? Est-ce qu'on m'envoie des mails le soir et le week-end? Parce que bien sûr, on a le droit à la déconnexion, mais le salarié qui est engagé, il va forcément regarder son mail. Et quand vous lui envoyez un mail le week-end, c'est une pression supplémentaire et il ne le perçoit pas comme un signe de reconnaissance, bien au contraire. Donc, c'est très intéressant. Et le dernier point, c'est l'efficacité opérationnelle, notamment à travers des éléments de coopération, parce que on ne peut pas se permettre d'être en interne aussi complexe que l'environnement de l'entreprise à l'extérieur. Alors, il y a quand même un point sur lequel je veux mettre l'accent sur ces différentes enquêtes qui ont été menées par un certain nombre d'entreprises. On aurait pu imaginer qu'avec la période du Covid, toutes les entreprises allaient sonder leurs collaborateurs et pour autant, ça n'a pas été le cas, hein. On a fait d'autres webinars sur le sujet récemment, on a sondé le public, on a eu des résultats assez étonnants, hein. 20% des participants nous indiquent avoir mené des enquêtes d'engagement dans leur entreprise, ce qui signifie que 80% n'en ont pas mené. Donc là, ce matin, je ne vais pas vous reposer la même question. Là, ce que j'ai envie de savoir ce matin, vous pouvez me répondre directement dans le chat, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a encore des freins aujourd'hui à mettre en place des enquêtes d'engagement dans votre entreprise? Ça, c'est très intéressant et ce sera très intéressant d'avoir ce retour, Christophe. Vous avez raison d'insister là-dessus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai choisi aujourd'hui pour vous 2 exemples d'entreprises qui travaillent avec nous régulièrement, qui conduisent régulièrement des enquêtes d'engagement à une périodicité de tous les 18 mois, tous les 2 ans. La question de la périodicité est un grand classique et très importante. Alors Didier, on va juste les laisser répondre 2 minutes à cette question. Là, on reçoit quelques réponses. Très bien, très bien. On me dit par exemple, alors oui, ok, oui, il y a encore des freins. Non, pas de frein particulier. Les enquêtes me semblent indispensables. Frein au niveau volonté, acceptabilité par la direction générale. Les salariés sont en demande. Bon. Oui, le frein est de commencer, puis d'avoir la solution technologique adaptée. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'outils. Bon, c'est assez partagé. Et je pense que le frein qui revient le plus souvent, c'est effectivement la volonté de la direction générale à mettre en place ce type d'enquête. C'est vrai. Et puis on nous dit, oui, il y a des freins notamment sur les actions qui ne sont toujours pas mises en place à la suite de ces enquêtes. Et ça, on va y revenir. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que ouais. On est étonné encore maintenant du nombre d'entreprises qui conduisent des enquêtes et qui ne mettent pas les actions suite aux résultats. Mais là, il y a 2 choses. On va le voir d'ailleurs dans nos 2 exemples. Il y a le fait de mettre des actions et surtout le fait de les rendre visibles. C'est-à-dire que beaucoup de nos clients mettent en place des actions suite aux résultats de l'enquête, donc ils font vraiment leur boulot. Elles mettent en place les actions, les transformations nécessaires par rapport à ce que leur disent leurs salariés, et en même temps, elles oublient de les rendre suffisamment visibles. Si bien que, résultat de l'enquête suivante,
À la question avez-vous le sentiment que des mesures ont été prises suite à la précédente enquête, les réponses sont très très contrastées et décevantes, alors que l'énergie et les efforts ont été mis au bon endroit et qu'on a oublié d'en donner de la visibilité. Ouais. Donc un gros défaut on en De parlait, com. ouais, de communication et de branding des actions menées. Et ce qu'on va voir, et c'est peut-être un point commun entre les deux sujets, on va voir que les deux exemples d'aujourd'hui expliquent leur succès, notamment à travers la communication. Donc le premier cas, on est dans une mutuelle, donc un environnement particulier, on ne parle pas de clients, on parle d'adhérents, une entreprise qui grandit par acquisition de plus petites mutuelles, etc. Un environnement très bouleversé, notamment à travers les nouvelles technologies, le multicanal, et des constats qui sont ceux qui sont à l'écran, des lourdeurs opérationnelles, un sentiment de ne pas avoir les bons outils, que ça pédale, qu'on ne collabore pas suffisamment bien ensemble. Orientation client, elle doit être renforcée parce que les cultures de ces différentes entreprises sont différentes. Contexte de fusion qui rend évidemment toujours la situation plus délicate. Et puis, le besoin d'accélérer ce multicanal. Du coup, comment dirais-je, la direction générale prend un certain nombre d'engagements qui sont focalisés sur les 5 sujets. Tout d'abord, la reconnaissance, au sens large. 2, efficacité opérationnelle, parce que c'est vital et parce que ce manque d'efficacité opérationnelle pénalise la performance. 3, la fierté, et la fierté commune, c'est-à-dire comment est-ce que cette fierté de produits et de services peut être un ciment par rapport à des entreprises intégrées de plus fraîche date. La coopération et le bien-être au travail. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre l'avant et l'après? Avant la prise de décision de cette direction générale, voilà les scores sur un certain nombre de sujets qui étaient, vous le voyez, proches des engagements que la direction générale avait pris. Respect, on est à 7. Encore une fois, pas de mauvais score, mais vous voyez, collaboration à 6.1, cette collaboration ne génère pas la productivité attendue, c'est-à-dire que l'information circule pas, on ne se partage pas bien les savoirs, on réinvente l'eau tiède. Du point de vue commercial, on ne se passe pas les informations sur les comptes entre les différents produits et services. Du coup, on perd des occasions de fertilisation croisée, etc., etc. La direction générale prend ses engagements, met en place un certain nombre d'actions qu'on va regarder ensemble. Résultat, deuxième enquête, vous voyez que tous les indicateurs sont à la hausse sensiblement. Statistiquement, chez Qualintra, on considère qu'une augmentation est significative à partir de 0,3. Donc, vous le voyez, le respect, la reconnaissance au sens large, on est à 7,5, très bon score par rapport aussi à ce qu'on observe ailleurs. Le bien-être, énergie, équilibre vie privée, vie professionnelle, on est à 7,7, il y a eu des gros efforts de fait, on verra lesquels. Efficacité opérationnelle, sensible augmentation. Et ce qui reste encore, vous le voyez, à travailler, c'est la collaboration, qui reste à un niveau moyen, et l'orientation client, qui doit être également renforcée. À partir de là, qu'est-ce qui a été mis en place? Tout d'abord sur la collaboration. Très, très forte communication, on en parlait à l'instant, donc j'enfonce le clou, sur le projet d'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut réussir ensemble? Qu'est-ce qu'on veut gagner ensemble? Regardons plutôt l'avenir avec des yeux positifs que de penser à ce qu'on perd et à la nostalgie de ce passé, finalement. Lancement d'un plan 2022, qui a été reproduit 2025. Cette communication très forte relayée par les managers a permis de renforcer la collaboration. Les efforts sont à poursuivre. On sait que ce sont des travaux de longue haleine. Alors évidemment, j'en rajoute une couche si vous me permettez. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que cette crise du Covid, en bouleversant les habitudes de travail, a renforcé les silos. Pourquoi? Parce que les managers engagés et très engagés dans le bien-être de leurs équipes ont mis le paquet sur la gestion de leurs équipes en négligeant, sans forcément le vouloir, la relation transverse. Et comme on n'est plus sur place, on passe plus la tête dans le bureau du voisin, on se croise plus à la machine à café, et les scores sur la collaboration ont chuté systématiquement, que ce soit dans la partie engagement, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, que dans les 360 qu'on débriefe avec des dirigeants ou des managers. Le deuxième
pilier sur lequel cette direction générale a travaillé par rapport à la transformation qu'il devait réussir, c'est l'efficacité opérationnelle. Décentralisation, subsidiarité, une réflexion extrêmement pointue sur les activités quotidiennes. Où sont les irritants? Comment est-ce qu'on peut améliorer un gros investissement sur les technologies pour limiter, évidemment, la lenteur d'un réseau. Je veux dire, au XXIe siècle, un réseau client ou interne qui pédale, c'est tout à fait insupportable. Un travail aussi sur le client, comment est-ce qu'on le regarde dans son intégralité. Et vous voyez que le lien collaboration, efficacité professionnelle et opérationnelle est évidemment très, très important ici. Orientation client. Orientation client, ça a été pour cette mutuelle l'occasion de travailler quelque chose d'assez galvaudé aujourd'hui qui s'appelle la symétrie des attentions. Considérons nos clients comme nos collaborateurs et inversement, considérons nos collaborateurs comme nos clients. Et ce message a été tellement bien passé et martelé qu'il s'est appuyé aussi sur la mise en œuvre de nouveaux outils, la mise en place d'un CRM plus pointu, le travail sur l'expérience client. En parallèle, on va le voir avec l'expérience collaborateur. Justement, on y arrive. Sur le volet collaborateur, on se rappelle qu'il y avait 2 engagements pris par le comité de direction, un engagement sur la reconnaissance au sens large et un engagement sur le bien-être au travail. Et d'ailleurs, leur baromètre s'appelle baromètre d'engagement et de qualité de vie. Sur la reconnaissance, remise à plat de l'accord d'intéressement, amélioration des conditions de prévoyance. Le score sur les avantages sociaux dans cette entreprise est extrêmement élevé, il est à plus de 8 sur 10. Et un travail très fort sur la grille de rémunération des commerciaux. Et c'est intéressant parce que là aussi, symétrie des attentions. Si on veut que des commerciaux soient performants, il faut les intéresser peut-être de façon un peu plus pertinente au succès commercial. Donc, comment est-ce qu'on retravaille la partie variable, notamment, de la rémunération des commerciaux? Sur la qualité de vie au travail, le baromètre, je vous l'ai dit, a été ancré dans le marbre, c'est-à-dire que c'est un outil de pilotage utilisé par le comité de direction et qui va être reproduit tous les 2 ans pour pouvoir suivre les évolutions dans un sens, dans un autre. Un espace emploi, et là c'est très intéressant, c'est-à-dire que sur le portail, chaque collaborateur a la possibilité d'aller regarder de façon très précise les opportunités de développement, les formations, et puis aussi les parcours possibles de carrière. Et puis, et vous verrez que ça, c'était quand même très précurseur par rapport à la situation qui nous est tous tombée dessus, accord de télétravail avant le Covid, vous pouvez aller jusqu'à 2 jours pour l'ensemble des salariés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, il y a encore du travail à faire. On a vu que la collaboration n'était pas encore au niveau attendu. Et l'efficacité organisationnelle, quand on travaille de façon un peu plus segmentée sur les résultats de cette entreprise, on s'aperçoit, vous avez ici un tableau qui le montre, on s'aperçoit que les managers sur un certain nombre de sujets sont plus critiques que leurs troupes. Efficacité opérationnelle, ils sont à 5,5, ça a décru depuis l'enquête précédente. Ce qui fait que transformation, c'est une question et c'est un indicateur qui n'avait pas lieu d'être 2 ans avant, mais on l'a rajouté à la demande de notre client parce que ça leur permet de suivre la perception de cette transformation. Vous le voyez, on est au même niveau, manager, non manager. Donc, le travail qui va rester à faire, un des travaux qui reste à faire dans cette entreprise, c'est de s'assurer que le management reste bien dans la roue du CODIR et qu'il n'y a pas de déconnexion entre le top management, les dirigeants, et leur premier, deuxième, troisième cercle, et qui sont réellement une courroie de transmission parce que si les managers ne sont pas engagés, alors je vous rassure, ils le sont, le taux d'engagement est très bon, mais le taux de satisfaction sur les indices autour de l'efficacité organisationnelle est insuffisant. Il n'est pas suffisant, en tout cas, pour pouvoir entraîner leurs propres troupes en termes de motivation, de satisfaction sur ces sujets. Bon, dans un projet de transformation, ça peut aussi être lié, tout à l'heure, vous avez parlé de la mise en place d'un CRM, à une usure passagère des managers suite à une surcharge de travail liée au projet additionnel.
C'est très juste, c'est très juste. Et c'est ce qu'il va falloir monitorer dans la durée. Est-ce que c'est conjoncturel? Parce que là aussi, il faut se garder de tout vouloir mettre sur le dos de la crise. Qu'est-ce qui est du domaine du contexte? Qu'est-ce qui est du domaine de la structure? Et c'est vrai que les transformations amènent une charge de travail supplémentaire, vous avez tout à fait raison de le souligner, et puis nécessitent encore plus de clarté. Et du coup, est-ce que cette cible manager a été suffisamment incorporée dans le projet de transformation ou pas? C'est là-dessus que cette mutuelle est en train de travailler notamment. Et vous avez raison sur un point, hein, le Covid, c'est un peu l'excuse à tout aujourd'hui, hein. Ça peut être. Alors c'est vrai que nous, on observe une véritable incidence de cette crise sur un certain nombre de comportements managériaux et sur un certain nombre de chiffres dans les enquêtes d'engagement. Et en même temps, bah, voilà, il faut se garder de se dire, il faut pas que ça vienne à fauner. Ouais. Alors, on va voir un deuxième exemple. Alors, on change complètement d'univers, complètement de secteur. On est ici sur une entreprise qui fait à peu près 10 000 salariés contre un millier dans le premier cas. On est sur une entreprise qui est leader mondial dans son secteur, dans un secteur technique. C'est un équipementier. Euh, Entreprise totalement internationale, en forte croissance. Ils sont en croissance de l'ordre de 8% par an depuis plusieurs années, avec un contexte très fort, c'est-à-dire que leur environnement concurrentiel évolue. Ils se retrouvent progressivement concurrents avec Amazon, puisqu'ils livrent, cette entreprise livre via différents canaux, notamment le net. Des cycles de développement, puisqu'ils sont sur des outils très technologiques, des composants très technologiques, des cycles de développement et de vie du produit de plus en plus courts, ce qui nécessite d'augmenter le time to market. Et un constat d'une organisation très complexe. Il y avait de la matrice partout, il y avait des hubs, il y avait le flux client, le flux projet. À la fin, ça manque à la fois de lisibilité et d'efficacité. Alors, que se passe-t-il? En 2018, première enquête, les constats. Très bon engagement, c'est une entreprise qui motive les gens parce qu'ils sont très innovants, ils sont leaders sur leur marché, ils recrutent des bons. Donc, fort engagement et en même temps, vous le voyez, des indicateurs qui montrent que sur certains sujets totalement critiques d'innovation, l'efficacité des processus, la transversalité, les scores sont moyens et chutent. Ici encore, c'est un client que nous avons la chance d'accompagner depuis de nombreuses années et qu'on connaît vraiment très bien. Et là, par rapport aux enjeux stratégiques et à la transformation de l'entreprise nécessaire par rapport à la propre transformation de son marché, le COMEX dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument mettre en place un certain nombre de choses. Et ça débouche sur un nouveau plan stratégique à 10 ans. Ça vous donne une idée de la perspective et de la vision de ce COMEX, avec les 4 axes que vous voyez. Un axe innovation, parce que sans innovation, très clairement, ils vont sortir du marché. Un travail très, très pointu sur comment j'améliore la perception de nos clients de la valeur qu'on leur apporte. C'est-à-dire qu'ils sont typiquement dans une approche produit-service et non plus une approche produit. Et comment est-ce qu'on leur fait prendre conscience de cette valeur par rapport à la concurrence notamment. La performance à tous les niveaux. Et il ne s'agit pas seulement de la performance commerciale, qui est bonne, marge de chiffre d'affaires. Il s'agit de la performance, c'est-à-dire réduction de l'ensemble des délais, réduction des coûts, fluidité des échanges, amélioration des transferts d'informations et de savoir, etc. Quatrième sujet, l'engagement, parce que, et ça c'est la conviction de ce COMEX, sans engagement, pas d'innovation possible, pas de performance possible. Et donc, que met-il en place? Énorme effort de communication, ça nous ramène à notre sujet de tout à l'heure, comme dans le cas de la mutuelle, ici, justement aussi pendant la crise, à la fois communication sur le projet et sur ce qu'il faut réussir, et le courage de réorganiser. C'est-à-dire que pour renforcer cette efficacité opérationnelle et organisationnelle, il faut changer de braquet en termes d'organisation. Donc on remet tout à plat, on crée des BU de vente, on crée une BU ingénierie, on crée une BU products and services, produits et services. On travaille
des communautés transverses pour faciliter le transfert de compétences et de savoir et renforcer, j'ai envie de dire, la diffusion de ces connaissances dans l'ensemble de l'organisation, tout en maintenant le top management, pour deux raisons. Un, ces gens-là avaient déjà été sélectionnés, il y avait eu déjà un gros travail de sélection préalable, donc le sujet n'était pas le top management. Et deux, pour envoyer le message, on reste dans l'instabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on change les structures qu'on va changer l'ADN de l'entreprise. Et ça, c'est un message extrêmement fort par rapport à la transformation que cette entreprise vivait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change aussi les méthodes de travail, les fameux ways of working. On met en place des méthodes agiles, les Scrum Masters, les check-in, les check-out, etc. Un plan de com extrêmement, extrêmement clair et diffusé, avec des outils, avec des toolkits de communication homogènes pour s'assurer que dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des BU, la même information va circuler de la même façon au même moment. Et puis, et ça c'est important, désolé pour la faute d'orthographe pour maintien, il n'y a pas de T, par rapport aux mesures qu'il aurait été facile de prendre, notamment au chômage partiel, eh bien, la volonté de la direction a été de dire on va continuer, compte tenu de l'activité qui se maintient, ils sont très impliqués sur le marché du bricolage, notamment, eh bien, on n'a pas de raison de mettre des gens au chômage partiel, on ne va pas rajouter de la tension, on ne va pas rajouter du stress à une situation déjà difficile. Quels sont les résultats et qu'est-ce qu'on a observé par rapport à cette phase de transformation en mesurant l'impact finalement de ces mesures? Nous reconduisons l'enquête fin 2020. L'engagement, vous le voyez, augmente de façon significative. On est à 7,6, on est sensiblement au-dessus des benchmarks, notamment sur la France. C'est une entreprise d'origine française. Et la stratégie 2030 est comprise, les gens y adhèrent, et de ce fait constitue un peu la colonne vertébrale de cet engagement. Et puis, on avait posé des questions spécifiques sur la gestion de la crise du Covid, et les équipes ont fait un boulot remarquable, les salariés l'ont ressenti, et de ce fait, l'entreprise sort, d'un point de vue engagement et expérience collaborateur, grandit de l'expérience de la crise. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? On est dans une opération de longue haleine. Vous le savez, la transformation, ça ne se gère pas du jour au lendemain, et des réorganisations aussi profondes que celle-ci prennent du temps à être mises en place. Néanmoins, qu'est-ce qu'on observe? Des progrès sensibles, qu'on pourrait appeler plus que des frémissements. Les BU sont réorganisés, perçus comme aujourd'hui un peu moins efficaces qu'avant parce que le Covid, alors là, du coup, a eu un véritable impact, notamment sur la transversalité et la coopération. Mais la nouvelle structure est perçue comme plus efficace et plus performante par rapport aux deux sujets qui étaient fondamentaux. Collaboration, vous le voyez, on passe en dessous de 6, on passe à 6,3. Et innovation, on commence à être dans une zone qui devient positive. Sur les deux autres sujets qui étaient, je dirais, facteurs de lourdeur, les méthodes de travail et la transversalité, la gestion des projets transversaux, on reste à des niveaux moyens. Ça baisse sur les méthodes de travail, je vais y revenir, et ça ne bouge pas encore sur les projets transversaux. Alors pourquoi ça baisse sur les méthodes de travail? Parce que dans ce domaine-là, on le sait bien, personne n'aime le changement. Se trouver à travailler avec des gens qui sont de nouveaux collègues, qui sont pas forcément dans le même pays avec la même langue, qui viennent d'horizons et de profils différents, c'est compliqué, ça demande du temps, on perd nos repères, et on a le sentiment finalement de se retrouver, vous savez, cette fameuse courbe du changement qui ressemble à la courbe de deuil, finalement on est dans le creux de la courbe. Et ça va prendre du temps, ils le savaient, et là vous en avez la preuve, c'est-à-dire que sur la partie méthode de travail, processus interne, outils à disposition, eh bien, les perceptions ont été moins positives que ce qu'on attendait. La transversalité, ça va prendre du temps, il y a beaucoup d'actions mises en œuvre, et ça va forcément porter ses fruits, mais ça prend du temps. Pour accompagner ces transformations dans la durée, l'entreprise s'est positionnée clairement dans une perspective barométrique. Donc,
nous demande de les aider à reconduire une enquête au printemps prochain sur l'ensemble, une enquête qu'on appelle une enquête Pulse, c'est-à-dire, c'est à décider avec eux, soit sur un échantillon de la population, soit sur la totalité, mais dans tous les cas, avec un questionnaire plus court, concentré sur un certain nombre de sujets qui sont les sujets qu'on vient de voir ici, qui sont les sujets fondamentaux de leur transformation. Et évidemment, tout en continuant à mesurer l'engagement intrinsèque. Et puis, novembre 2022, enquête globale pour voir comment les nids ont bougé. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la transformation, pour eux, les incite à mesurer de façon plus fréquente. Ils nous disent tous les 2 ans, c'est trop long pour monitorer. On n'a pas le temps de voir finalement l'impact des actions très court terme qu'on met en place. On a besoin d'une mesure intermédiaire pour voir comment les choses évoluent. Oui, c'est un vrai outil de suivi et de pilotage du projet. C'est un outil de pilotage du projet. D'ailleurs, les résultats sont présentés en comité de direction. Le directeur général s'attend à avoir une présentation avant tout le monde parce que pour lui, c'est un indicateur business qu'il a d'ailleurs intégré à son scorecard, à son tableau de bord, au même titre que la marge, l'EBITDA, le turnover, les stocks, les coûts, et il y a l'engagement. L'engagement est considéré comme un levier de performance. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on dit à nos clients. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez joué sur tous les leviers à votre disposition, l'innovation, la croissance organique, les parts de marché, la réduction des coûts, il y a un levier qui va vous permettre de gagner encore de la performance, c'est l'engagement des salariés. Parce que toutes les enquêtes, et on n'est pas les seuls consultants à le dire, toutes les enquêtes montrent qu'il n'y a pas de lien entre la performance et la satisfaction. CF, notre petit exemple de démarrage. En revanche, il y a une corrélation prouvée entre l'engagement et la performance économique, qui se traduit tantôt par une meilleure satisfaction client. On le voit, les commerciaux les plus engagés ont aussi les clients qui recommandent le plus et qui recommandent dans les deux sens du terme, c'est-à-dire augmentent leur volume d'achat avec ces personnes-là et parlent en bien de l'entreprise à leur réseau. Ça se traduit aussi par moins de turnover. Les entreprises qui ont un très fort taux d'engagement ont un moindre turnover. Ça se traduit par la marque employeur. Les entreprises avec un très fort taux d'engagement ont plus de facilité à attirer, motiver, retenir leurs collaborateurs. Ça se traduit aussi par d'autres éléments purement financiers. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'il y a une corrélation très forte entre le taux d'engagement et le Total Shareholder Review. Le revenu total par action est extrêmement corrélé au niveau d'engagement des entreprises. Alors, pour pouvoir répondre à vos questions et qu'on ait le temps d'échanger, et c'est vraiment ce que je souhaite avec vous, juste en conclusion, tout d'abord, ça se mesure. L'engagement, ça se mesure. Et le succès d'une transformation, ça se mesure à travers des outils barométriques qu'on peut mettre en place à une fréquence différente en fonction de ce qu'on veut mesurer et de la vitesse à laquelle votre transformation doit aller. 2, travailler sur la transformation, c'est travailler sur ce processus mental en 4 étapes. Je connais, je sais de quoi il s'agit. 2, je comprends pourquoi il faut qu'on change. 3, j'adhère à cette transformation et effectivement, c'est motivant, ça me motive, je m'y projette. Et 4, je vais agir concrètement pour que ce changement ait lieu. Et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et merci de cette perche, Christophe. L'engagement, ça se mesure, ça donne lieu à des actions, et surtout, il ne faut pas oublier de communiquer ces actions pour qu'elles soient visibles et que les salariés voient réellement que le feedback qu'ils procurent se traduit en action d'amélioration par rapport à ce qu'ils attendent. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Alors tout à l'heure, Laurent disait, en gros, ça l'intéressait moyennement l'expérience d'un leader mondial international, parce que j'imagine qu'il est dans une PME, mais finalement, qu'on soit dans un groupe de 10 000, de 1000 salariés ou une entreprise de 100 personnes, les mêmes démarches sont valables. Je dirais que la problématique est la même. Les contextes sont évidemment différents.
Mais qu'on soit une PME, et moi, à titre personnel, j'ai l'expérience professionnelle, opérationnelle dans des très grosses structures et des très petites structures, on va trébucher sur les mêmes sujets. Qu'est-ce qui fait qu'on est engagé ou pas? C'est de comprendre où on va, c'est de se sentir reconnu, c'est d'avoir un management avec qui on fonctionne correctement, c'est d'avoir une équipe dans laquelle on se sent intégré, et c'est de ne pas avoir trop d'obstacles en termes de processus, de procédures, de reporting, etc. Donc, l'analyse de l'engagement, elle est nécessaire, quelle que soit la taille, quel que soit le contexte. Ça va être parfois plus compliqué, évidemment, si on est dans une très grosse entreprise, parce qu'on va rajouter des composantes internationales, par exemple. Mais quand on est dans une PME, c'est fondamental que les troupes soient engagées. C'est peut-être encore plus fondamental parce que la chaîne de commande est courte et la ressource est effectivement plus limitée. Et c'est aussi plus compliqué parce que certains leviers vont être plus difficiles à actionner. Je pense Vous notamment intervenez dans tout type d'entreprise, Didier? on intervient dans tout type d'entreprise, tout secteur, tout pays, en fonction des besoins. Et ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que la taille ne fait rien à l'affaire. Les problématiques d'engagement sont quand même très, très homogènes, quelles que soient les entreprises et la taille. Et les pays? Alors, ce qu'on observe, c'est que selon les pays, la culture a un impact sur l'engagement. Je vais vous donner un exemple. Je vous disais que l'engagement était très corrélé à la performance. Eh bien, si vous regardez l'Inde, par exemple, en Inde, les entreprises ont des taux d'engagement extrêmement élevés et des turnovers extrêmement élevés parce que les niveaux de vie sont tellement faibles que les gens vont partir pour 10 dollars de plus par mois. En Amérique latine, les scores d'engagement sont stellaires parce que dans leur culture, je pense au Brésil notamment, il suffit d'avoir été quelques jours au Brésil pour comprendre que ces gens-là ont une attitude face à la vie qui est complètement différente de celle qu'on a ici en France ou en Europe. En France, en Europe du Sud, les taux d'engagement vont avoir tendance à être plus bas et les salariés, lorsqu'ils s'expriment, sont beaucoup plus critiques. Donc nous, notre travail de consultant, c'est évidemment d'intégrer ces éléments culturels au moment où on va restituer les résultats aux directions générales. Alors, Thierry avait posé une question que j'ai pas compris. Quid des demandes d'engagement des salariés qui ne se traduisent pas de manière évidente par une amélioration des résultats de l'entreprise? Alors Thierry précisait l'engagement dans des structures à taille humaine et dans celles qui en sont loin ne me semble pas vraiment offrir les mêmes problématiques. Il y a quand même des problématiques similaires. Alors effectivement, si on parle d'une entreprise de 10 personnes, on n'aura pas les mêmes problématiques et on est capable de se parler et de communiquer. Bien souvent, la communication permet de résoudre les différentes problématiques. Mais je dirais qu'à partir de même 50 salariés, on peut commencer à avoir besoin de mener ce type de process d'évaluation. Alors on est confronté là à la limite de tous les outils de mesure statistique. C'est-à-dire que quand on est face à une trop petite population, c'est pas forcément le meilleur outil à utiliser, ne serait-ce que pour des raisons de confidentialité. Vous voyez, par exemple, selon les enquêtes, selon les clients, on a des clients qui nous disent on ne descendra pas en dessous de 10 pour la maille de restitution des résultats. Un de nos clients nous a dit c'est la première fois qu'on fait l'enquête, on va s'arrêter à 30. C'est-à-dire que si j'ai pas 30 personnes dans mon équipe, j'ai pas mes résultats. Donc c'est vrai que la taille peut être par endroit un élément qui va entraîner une méthodologie différente. Néanmoins, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que quelle que soit la taille, les salariés, quand on regarde les commentaires ouverts, on a souvent des questions ouvertes aussi, 2 questions ouvertes dans l'enquête, les problématiques tournent très souvent autour des mêmes sujets. La reconnaissance, le sens, le besoin de sens aujourd'hui. Et la crise en a rajouté une couche. Je prendrai juste pour exemple l'évolution du marché immobilier, par exemple. Parce que les gens se disent qu'est-ce que je dois faire, où le faire, pourquoi le faire. Et donc, le regard qu'on jette sur son activité devient différent. Et ce besoin de sens, il fait aussi partie de la confiance. Comment voulez-vous avoir confiance dans une entreprise si vous n'y trouvez pas de sens au travail que vous effectuez? Alors, question de Didier qui demande quelle est votre méthode de travail quand vous intervenez chez les clients et est-ce que vous disposez
vos propres outils d'enquête interne? Oui, absolument. Ça, c'est une question très, très importante. Nos outils sont des outils propriétaires. Les serveurs sont hébergés en Europe. Ce sont nos outils. Nous, alors, peut-être parce que Qualintra est d'origine suisse, mais on est arc-bouté sur les règles éthiques. On suit évidemment scrupuleusement les lois et les réglementations RGPD. Et effectivement, la confidentialité et le respect des règles éthiques est une condition sine qua non du succès de ces enquêtes. Donc, oui, ce sont des outils qui sont propriétaires chez nous et qui sont maniés avec beaucoup de précautions. Alors Karine nous dit, vous avez indiqué l'importance de communiquer. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont mis en place des plans de communication réussis? Alors écoutez, oui, j'en ai plein en tête. Je vais en prendre un grand acteur un grand acteur du traitement de l'eau, un acteur mondial du traitement de l'eau, qui systématiquement, suite aux enquêtes d'engagement, communique avant et après, et de façon assez fluide tout au long de leur cycle annuel, sur vous nous avez dit, nous avons fait. Et vous nous avez dit, ça reprend les attentes qui ressortent de l'enquête, et nous avons fait, c'est un petit rappel des actions qui ont été mises en œuvre avec des résultats et chiffrés, etc., par rapport aux attentes qui ressortaient de l'enquête. Voilà, juste un exemple. C'est très simple finalement. C'est extrêmement simple, mais il faut le faire. Parce que sinon, le risque, c'est, dans un processus d'enquête, d'avoir des ruptures de charge. Généralement, le pire des cas, c'est ce que je vais vous décrire. On fait une enquête. Alors, grand coup de trompette, on fait une enquête, il faut que vous participiez. Merci de répondre à l'enquête. Très bien, l'enquête se passe. Silence radio. Quelques semaines plus tard, deuxième coup de trompette. Ah, on a eu les résultats, voilà ce que vous nous avez dit. Et puis, silence radio. Et puis, 2 ans plus tard, recoup de trompette, on refait une enquête. Ça, c'est évidemment dramatique parce que d'une enquête à l'autre, le taux de participation chute. On se demande bien pourquoi. Pardon, Christophe, je vous ai interrompu. Ouais, je vous ai coupé. Louison nous dit, comment concevoir les différents baromètres? Est-ce que c'est, en fait, finalement, l'enquête, c'est quoi? C'est une enquête qui est un questionnaire standard qui est proposé par Qualintra? Est-ce que c'est modélisé par type de projet en fonction des besoins de l'entreprise? Alors moi, je serais un peu l'avocat du diable et je dirais, pourquoi plusieurs enquêtes? Pourquoi plusieurs outils? Le travail qu'on fait avec nos clients, c'est d'identifier les problématiques sur lesquelles ils ont besoin d'avoir un retour et d'adapter les questionnaires qu'on a, les outils qu'on a, à leur contexte. Donc, très généralement, ce qui se passe, c'est on a la mesure de l'engagement parce que c'est ce que nos clients nous demandent et attendent. Mais la mesure de cet engagement dans un contexte, ça peut être fusion-acquisition, donc à ce moment-là, ou post-intégration, dans ce cas-là, on va avoir des questions spécifiques sur les entités A et les entités B pour comprendre comment cette intégration est vécue et perçue de l'intérieur. Ça peut être un contexte de transformation, par exemple, un déménagement. Ben, on va poser des questions spécifiques sur le déménagement. Ça peut être un contexte de transformation, comme on l'a vu. Ça peut être un ciblage sur des experts, par exemple, l'entreprise, à travers des entretiens annuels de performance, a le sentiment que les experts sont démotivés. Elle vient trouver Qualintra en nous demandant qu'est-ce que vous pouvez faire. On va mettre en place un baromètre ou une enquête qui va mesurer spécifiquement sur cette population-là le niveau d'engagement et les facteurs qui ont un impact ou pas sur cet engagement. Donc à chaque fois, on est dans du sur-mesure, même si, bien entendu, on a des questionnaires qui sont, je vous l'ai dit, des questionnaires standards validés, qu'on peut aussi utiliser si l'entreprise est très pressée. On a eu récemment le cas d'une entreprise, grosse PME de 600 personnes, qui avait besoin rapidement de faire un état des lieux en sortie de crise de Covid. On a utilisé un questionnaire standard. Alors, on a d'autres questions. Alors, on a Thierry là, qui s'énerve, qui me dit qu'il est hors sujet parce que je ne traite pas ces questions. Thierry, vous êtes encore 82. Il faut que je prenne le temps de lire des questions. Ce n'est pas un bot qui les traite.
Thierry nous disait des salariés qui voudraient que leur entreprise fasse de gros efforts pour le climat, se traduisant par des remises en question du business ou du modèle économique. On fait comment pour gérer cette dynamique potentielle d'engagement? Ouais, là, on est sur un Alors, sujet. d'abord, dans les enquêtes, on a des questions sur ces sujets-là, sur notamment l'impact environnemental, le poids environnemental, la volonté de la direction d'aller sur des sujets, des projets, des produits, des services qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc, on pose systématiquement, lorsque l'entreprise en est d'accord, on pose systématiquement ces questions-là. Et ensuite, eh bien, en fonction des retours, et ce que vous mentionnez, Thierry, ça se retrouverait dans les commentaires ouverts, eh bien, après, à nous d'être convaincants auprès de la direction pour leur faire comprendre que peut-être dans certains cas, c'est pas optionnel et que cette attente des salariés elle doit être prise en compte parce que ça peut aussi leur procurer des relais de croissance d'un côté et nourrir leur marque employeur de l'autre. Alors, on a eu la question un peu plus haut, justement, mais comment convaincre sa direction générale de mettre en place ce type d'enquête quand on est DRH? Alors, il y a beaucoup de moyens possibles. Le premier argument, et que nous, on utilise souvent chez nos clients, c'est de dire on a toujours des bonnes surprises dans une enquête. Je ne connais aucune enquête qui ne sorte que de mauvais résultats. Le deuxième argument, c'est peut-être les résultats ne seront pas bons, mais c'est quand même bien de le savoir. Si vous voulez, sans ouvrir des portes, sans enfoncer des portes ouvertes, mais vous vous souvenez que Peter Drucker disait on ne gère bien que ce qu'on mesure. Comment voulez-vous gérer la performance si vous ne la mesurez pas? L'engagement, c'est pareil. Donc, il y a plein d'arguments et on travaille évidemment avec les DRH qui sont souvent notre premier donneur d'ordre, mais de plus en plus les opérationnels. On travaille beaucoup avec les DRH pour les aider à vendre en interne le projet parce qu'il peut y avoir de la réticence de la part des directions générales. Alors, Amandine nous demande comment fonctionnent les enquêtes Pulse et comment maintenir un niveau de réponse suffisant. Que des bonnes questions ce matin. Merci de ces questions. Comment fonctionne une enquête Pulse? Une enquête Pulse, ça vient de l'anglais tout simplement prendre le pouls, prendre la température. On le prend à intervalles réguliers. Donc c'est une enquête souvent plus courte qu'une enquête habituelle. On est sur une vingtaine de questions et on va la focaliser sur une population ou sur des fréquences. Donc c'est tout simplement une enquête plus courte qui est conduite à intervalles plus fréquents, souvent entre deux grandes enquêtes, mais on a des clients qui ont des enquêtes Pulse trimestrielles pour pouvoir suivre l'évolution d'un certain nombre de sujets sur lesquels des actions ont été mises en place et pour voir comment dirais si les lignes bougent. Donc ça, voilà ce que c'est l'enquête Pulse. La deuxième partie de la question, rappelez-moi Christophe, de quelle Comment maintenir un niveau de réponse oui, suffisant? oui, oui, le taux de réponse. Alors déjà, c'est la méthode. C'est-à-dire que toutes nos enquêtes sont électroniques. Ensuite, nous faisons des relances systématiquement. On a en moyenne un taux de retour de l'ordre de 77% C'est pas dans mal. nos enquêtes. Donc, si vous voulez, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que d'abord, les gens s'expriment. Ça, c'est très, très important. Et puis nous, du point de vue du consultant, avec 77% de réponse, on travaille sur des résultats statistiquement fiables. Donc, comment garder ce niveau de réponse? En travaillant, je dirais, avec un prestataire qui va vous garantir, qui met le paquet pour que les gens répondent, et puis aussi en travaillant la communication. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent à quoi ça sert cette enquête, qu'est-ce que ça va recouvrir, la confidentialité, c'est-à-dire que ça reste anonyme, et que derrière, il y a des engagements qui seront pris et des actions qui seront mises en œuvre. Donc, il y a les deux volets. Il y a le Et du volet purement feedback. technique, outils, et il y a le volet accompagnement communication. Et c'est ce que disait Mounir, comment s'assurer que les réponses reflètent vraiment la réalité, etc. En fait, en gros, ce que disait Mounir, c'est euh, il y a des salariés qui peuvent être réticents à cette démarche et en fait, par crainte de représailles en fonction de ce qu'ils vont pouvoir exprimer, mais on rappelle quand même que tout ça est totalement confidentiel. Totalement confidentiel. On ne supprime jamais le risque de subjectivité parce que c'est du déclaratif, bien entendu. En même temps, on s'aperçoit que dans nos enquêtes, les scores sont quand même très représentatifs de la réelle perception. Pourquoi? Parce qu'on les confronte
soit avec d'autres outils, soit avec d'autres types d'enquêtes. Par exemple, beaucoup d'entreprises conduisent des enquêtes de satisfaction client. Ce sont des sources extraordinaires pour pouvoir croiser un certain nombre d'éléments qui viennent d'enquêtes internes. Donc, vous avez raison de souligner ce risque parce qu'on est dans du déclaratif, mais d'un autre côté, c'est une image et c'est une perception, donc il faut la prendre comme telle. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet ce matin. Alors, je vous invite évidemment à vous connecter tous à la page LinkedIn de Qualintra pour pouvoir suivre nos actualités et nos sujets et aussi éventuellement, si vous le souhaitez, continuer de discuter sur ces sujets qui sont évidemment passionnants. Moi, je travaille depuis 2000 sur ce thème-là et je continue d'être complètement enthousiasmé par ce que je découvre au fil des jours. Eh ben, merci à toutes et à tous d'avoir été en notre compagnie ce matin. Merci beaucoup Didier pour ce webinaire et ces retours d'expérience enrichissants. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur MyRHline d'ici vendredi matin. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de journée Christophe. Au revoir. Au revoir.